Vous savez, docteur, je n'ai jamais vraiment cru que j'allais mourir. Mais il arrive un moment où l'on est prêt à lâcher prise. Voilà ce qu'un patient disait à Cicely Saunders il y a plusieurs dizaines d'années, la fondatrice du mouvement des soins palliatifs. Vous savez, docteur, je n'ai jamais vraiment cru que j'allais mourir. Mais il arrive un moment où l'on est prêt à lâcher prise, to lay it down. Difficile à traduire en anglais. Peut-être il arrive un moment où l'on est prêt à cesser le combat, à cesser de se battre, à lâcher ce que l'on tient dans les mains, à la force du poignet. Il arrive un moment où l'on est prêt à déposer le fardeau, à cesser de porter. Vous voyez, un mouvement de repos dans le sens psychologique. Mais on pourrait aussi traduire, il arrive un moment où l'on est prêt à consentir à la vie telle qu'elle est. Vous voyez, un mouvement d'ouverture dans un sens plus spirituel. Le lâcher-prise, c'est central en soins palliatifs car il est l'ultime finalité recherchée. La grande conviction des soins palliatifs, depuis Cicely Saunders, c'est la conviction suivante. On meurt mieux dans le lâcher-prise que dans la maîtrise. C'est une conviction de départ pour la Fondation des soins palliatifs, mais c'est aussi l'expérience que nous faisons en soins palliatifs. On meurt mieux dans le lâcher-prise que dans la maîtrise. Mais qu'est-ce que déjà mourir mieux? Car il n'y a pas de bonne mort ou de mauvaise mort. Ce ne sont pas de belles catégories pour décrire la mort. Mais il y a des morts plus en paix, plus en vérité, plus en relation, plus en confiance. Ce n'est pas l'instant du dernier souffle qui est important finalement, mais c'est toute cette vie qui précède le dernier souffle. Et ce n'est pas au moment du dernier souffle que l'on lâche prise, mais c'est avant, dans cette phase du mourir, dans cette phase de la fin de vie. Mourir mieux, ce serait donc mourir plus en paix, et le lâcher-prise, un certain lâcher-prise, permettrait de mourir plus en paix. Cette paix, on pourrait la distinguer en deux types de paix. Il y aurait d'abord une paix de contrôle. C'est vrai que lorsqu'on essaye de contrôler sa vie, de contrôler sa maladie, de contrôler ses symptômes, de contrôler sa mort, on peut ressentir une certaine paix. Mais c'est une paix liée à l'inquiétude du mal mourir. C'est une paix liée à un stress interne, une tension interne, un épuisement à vouloir tout contrôler. Car contrôler, maîtriser, prend de l'énergie et finalement peut épuiser. La maîtrise s'épuise à vouloir tout contrôler. Ça crée des tensions. Contrairement à cette paix de contrôle, je pourrais dire qu'il existe une paix de confiance. Et cette paix de confiance est probablement liée à une démaîtrise, à un chemin d'acceptation de la finitude, d'acceptation de la vulnérabilité, de la fragilité, et ultimement un chemin d'acceptation de la mort. Cicely Saunders parlait elle-même du lâcher-prise et de se mourir plus en paix comme un temps de joie. Je n'aurais jamais osé parler du lâcher-prise et de la fin de vie dans un chemin de paix comme une joie. Mais puisque Cicely Saunders en a parlé, je vous la cite. Elle disait, grâce au mouvement des soins palliatifs, nous verrons des patients arriver en disant,
je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Et puis quelques jours plus tard, dire, je veux seulement ce qui est juste. Nous verrons non seulement l'acceptation, mais aussi une joie très réelle, la véritable gaieté de quelqu'un qui a traversé le doute, la peur et la réticence, mais qui en est sorti. Je vous cite également maintenant un commentateur de Cicely Saunders qui décrit l'expérience qu'il a vue concrètement de ses yeux, qu'il a vécu lui-même à Saint Christopher's Hospice, le premier centre, la première maison de soins palliatifs fondée par Cicely Saunders. Voilà ce que ce commentateur dit. L'expérience du Saint Christopher tendait à confirmer que la plupart des patients, en arrivant à une ultime étape d'acceptation, en arrivent à une étape d'ultime acceptation, ou du moins s'éteignent paisiblement. Voilà le chemin d'acceptation. L'acceptation ou le lâcher-prise ne sont ni abandon, ni renoncement. Voilà ce que dit encore Cicely Saunders. Accepter la venue de la mort est tout à fait opposé à ne rien faire. Voyez, au-dessus de tout, l'objectif en soins palliatifs devrait être de permettre aux patients de vivre jusqu'à ce qu'ils meurent. Pour Cicely Saunders, l'acceptation de la mort n'est pas la résignation du patient. L'acceptation est contraire à ne rien faire, l'acceptation est contraire à abandonner. Il y aurait donc un travail d'acceptation à faire en soins palliatifs, un travail de lâcher prise. Tout de suite, j'ai envie de dire, on ne peut pas dire il faut lâcher prise, car l'expression il faut n'est jamais en lien avec le lâcher prise. Il n'y a pas de devoir de lâcher prise, mais probablement un chemin d'acceptation. Je me confie à vous, je suis probablement le plus mal placé pour vous parler du lâcher prise. Je ne suis pas un maître en lâcher prise. Et d'ailleurs, le mot maître serait plutôt lié à la maîtrise. Je suis probablement un maître dans la maîtrise et le contrôle. J'aime bien tout maîtriser. Mais j'invite et j'accompagne les patients, moi et l'équipe à laquelle j'appartiens, dans ce chemin d'acceptation et de lâcher prise. C'est important de vous citer Cicely Saunders parce qu'il me semble que cette idée qu'on meurt mieux dans le lâcher-prise ne m'appartient pas, mais qu'elle appartient au mouvement des soins palliatifs. Ça n'est pas ma conviction qu'à moi, mais c'est la conviction de tout un mouvement fondé par Cicely Saunders. Balfour Mont, qui est un peu le père des soins palliatifs au Canada et qui est mort il y a un mois, et à qui peut-être cette conférence pourrait rendre hommage, parlait lui aussi très souvent de se mourir en paix en lien avec le lâcher-prise et l'acceptation. Il parlait de being at peace with our approaching death, l'accueil de la fin. Voilà ce qu'il dit. Depuis toujours, les sages nous invitent à apprivoiser la fragilité de l'existence et plus encore à être en paix avec notre mort qui s'approche et à la garder constamment à l'esprit. Voyez, en soins palliatifs, on sait qu'on ne peut plus guérir de la maladie qui est incurable et qui va conduire à la mort. Mais on sait aussi qu'on ne peut pas guérir de la mort. La mort n'est pas vue comme une maladie à combattre. La mort n'est pas comprise comme une maladie dont il faudrait guérir. Elle est vue et acceptée comme l'ultime de la vie qui pourrait donner sens à toute une vie. Pour vous introduire dans ce chemin du lâcher-prise, laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai choisi ce soir de ne pas vous raconter des histoires exceptionnelles. Vous savez, en conférence, souvent on prend les grandes histoires de sa vie pour faire un effet choc. Je préfère vous raconter des histoires du quotidien, ce que l'on voit tous les jours avec l'équipe de soins palliatifs,
dans l'unité dans laquelle nous travaillons. Voilà un exemple parmi tant d'autres d'un chemin d'acceptation, d'un travail de lâcher prise du patient, de sa famille et de l'équipe avec eux. C'est une femme d'origine italienne de 47 ans qui est atteinte d'un cancer gynécologique extrêmement grave, très évolué, avec des métastases partout sur le corps, une gangrène de la jambe droite et une érosion de l'artère qui passe dans la jambe avec un risque hémorragique immense. Elle a des douleurs sévères, réfractaires à tous les traitements. Elle arrive en état de douleur totale, des douleurs physiques insupportables. Tellement que les douleurs sont insupportables, elle arrive avec une demande d'aide médicale à mourir. Elle dit je veux mourir et même elle va plus loin en disant je veux que vous provoquiez ma mort. C'est une patiente difficile. Elle est méfiante. Elle se méfie du personnel. Elle n'a pas vraiment confiance. Et lorsqu'on rentre dans la chambre, on sent la tension. On sent le stress. On sent même parfois un peu de mépris, d'inamitié. L'ambiance est tendue dans la chambre, à peine bonjour de la patiente, à peine bonjour de la famille. À côté, la sœur est assise, elle prend des notes de tout ce que je dis. Et parfois, elle enregistre discrètement toute la conversation avec les soignants. On sent qu'une plainte pourrait être déposée facilement et rapidement. Elle note tous les médicaments, heure par heure, tout ce qui est dit dans un cahier. Et ce que l'on voit, c'est que les médicaments classiques des soins palliatifs ne fonctionnent pas. On augmente les doses, les douleurs sont toujours insupportables. Les soins palliatifs, ça prend du temps, jour après jour. J'allais dire, dans la vie de chaque jour, un jour à la fois. Et nous avons travaillé avec cette patiente et sa famille la confiance. La confiance parce que nous avons réussi à trouver des traitements compliqués mais efficaces. Et la douleur, en quelques jours, a été soulagée. Jamais parfaitement, mais elle a été rendue supportable. Et la patiente, sa famille, a commencé à nous faire confiance. Cette patiente n'avait plus d'espoir. Pour elle, sa vie n'était que l'ombre de sa mort qui s'approchait et qu'elle sentait en elle. Nous avons travaillé l'espoir avec elle, avec son conjoint, avec sa famille, et nous avons réorienté l'espoir, non pas vers des faux espoirs, mais vers de vrais espoirs possibles, des petits espoirs du quotidien, l'espoir de revoir une amie très proche qu'elle n'avait pas vue depuis très longtemps, l'espoir de parler à ses parents, parce qu'elle se culpabilisait de mourir avant eux et de provoquer en eux beaucoup de souffrance. Voilà les petits espoirs qu'elle a réussi à vivre comme des petits rêves possibles. Elle a repris espoir. Et puis nous avons travaillé ses liens d'amitié, ses liens d'amour avec son compagnon. Et elle s'est finalement mariée dans l'unité, grâce au notaire de l'hôpital. Et puis les liens d'amitié se sont créés. J'ose parler de liens d'amitié de l'équipe de soignants avec la patiente. J'ose parler de liens d'amitié des soignants avec la famille. Et la patiente a commencé à ressentir en elle une paix intérieure. Jamais paradisiaque, jamais parfaite, mais une certaine paix, un certain soulagement, ce que j'appelle une paix de confiance. Sa paix de contrôle dans sa demande de provocation de la mort s'est transformée petit à petit dans une paix de confiance, relâchée, détendue, une paix intérieure de soulagement. Et un jour, elle m'a dit, Docteur Thomas, je ne veux plus l'aide médicale à mourir, j'ai toujours peur, mais maintenant je me sens prête. Et vous savez, sa vie ne tenait plus qu'à un fil, grâce à des antibiotiques maintenus à haute dose, à très haute dose, des antibiotiques très compliqués. Et nous savions qu'on ne pourrait pas continuer ces antibiotiques ad vitam aeternam. Et elle a dit, je me sens prêt à les arrêter maintenant. On a arrêté les antibiotiques. Elle est morte très paisiblement 2 jours après. Vous voyez, c'est une histoire très courante
dans les unités de soins palliatifs. Ça n'est pas une histoire exceptionnelle. C'est du vrai, c'est du terrain. Cette patiente s'était imaginé la façon dont elle voulait mourir. Elle avait voulu la contrôler. Et finalement, elle a accepté de mourir autrement, d'une autre façon, une façon qu'elle n'avait jamais imaginée. Mon premier point ce soir, ce serait d'essayer de vous convaincre qu'il n'y a pas de lâcher-prise sans maîtrise. Le lâcher-prise commence par une volonté de contrôle et une volonté de contrôle des symptômes. Voyez, ce serait insupportable de parler de lâcher-prise chez un patient ou une patiente qui a des douleurs insupportables et réfractaires. Bien sûr qu'une patiente doit être soulagée de ses douleurs, car il n'y a pas de lâcher-prise possible sans un contrôle des inconforts, un contrôle des douleurs, un contrôle des symptômes. Donc le lâcher-prise commence par un contrôle. Quels sont ces inconforts? Mais ils sont multiples. Il n'y a pas que la douleur qui rend la vie insupportable, mais aussi l'essoufflement, le sentiment de fatigue, qui est un symptôme insupportable, de se sentir épuisé, sans énergie, de perdre l'appétit, d'avoir des nausées en permanence, une anxiété, des angoisses, une dépression face à la mort qui vient. Il faut que les soins palliatifs soient excellents dans le contrôle des symptômes. Il faut que la recherche en soins palliatifs progresse toujours dans le contrôle de la douleur, des symptômes d'inconfort. Je le redis, il serait insupportable et indigne de demander à un patient souffrant et inconfortable de lâcher prise. Alors j'en arrive à mon deuxième point, celui que vous attendez tous. C'est quoi le lâcher-prise? J'aimerais commencer d'abord par dire ce que ce n'est pas. Parce qu'il me semble qu'en définissant quelque chose par ce que ce n'est pas, on arrive à en dire quelque chose. Eh bien, le lâcher-prise, selon moi, n'est pas abandonner. Abandonner, c'est je lâche tout, j'arrête tout, je renonce à toute volonté, je démissionne. Mais non, le lâcher-prise, c'est plutôt, je ne sais pas si c'est l'inverse de la maîtrise, mais ce serait plutôt un mouvement intérieur, une attitude intérieure. Disons, un changement d'attitude face à ce qui m'échappe. Le lâcher-prise en soins palliatifs, voilà comment je le définis. C'est le mouvement intérieur par lequel une personne, confrontée à la perte progressive de contrôle sur sa vie et sur sa maladie, cesse de lutter contre ce qu'elle ne peut pas changer pour s'ouvrir à ce qui reste à vivre, pour s'ouvrir à ce qui reste à aimer, pour s'ouvrir à ce qui reste à recevoir. Le lâcher-prise en soins palliatifs n'est donc pas une faiblesse. Je crois que le lâcher-prise en soins palliatifs est très positif. C'est une maturité, et n'ayez pas peur du mot, à mon sens, c'est une maturité spirituelle. C'est accepter de ne plus tout maîtriser pour mieux habiter ce qui reste à vivre. Alors bien sûr, ce lâcher-prise passe par un certain renoncement, un renoncement à vouloir contrôler sa maladie, mais je ne peux plus contrôler ma maladie. C'est voué à l'échec en soins palliatifs. Il n'y a plus de traitement possible. Le lâcher-prise, c'est donc lâcher sur le contrôle de l'incontrôlable. Mais je continue à contrôler la façon de vivre la situation. Parce que là, je peux encore agir. Et donc l'abandon, c'est tout lâcher, mais le lâcher-prise, c'est renoncer à ce que je ne peux plus contrôler, mais continuer à maîtriser la façon dont je continue à contrôler la façon dont je veux vivre et continuer à vivre. C'est donc un certain contrôle intérieur. Alors laissez-moi dans un troisième point développer cette idée de lâcher prise qui commence dans les pertes de la maladie. La maladie grave et incurable,
entraîne nécessairement une série de pertes. Des pertes physiques, bien sûr, comme des pertes d'appétit, des pertes d'autonomie, avec des patients qui sont au lit jour et nuit, qui ne peuvent plus marcher, et dont certains ont besoin de porter une couche de protection, car ils ne peuvent plus uriner ou aller à la selle, à la salle de bain. Ce sont des pertes physiques comme des pertes d'énergie ou des pertes de force. J'ai vu un patient ce matin qui m'a dit, je n'ai plus de force, je ne me reconnais plus, parce que lorsque je n'étais pas malade il y a un an, je faisais 100 kilos et 100 kilos de muscles. Eh bien, aujourd'hui, c'est un patient amaigri et tellement qu'il a changé, il ne se reconnaît plus. La maladie est donc remplie de pertes, pertes physiques, pertes sociales aussi, pertes que je peux résumer en trois types de pertes. D'abord, d'abord une perte d'identité. Lorsque j'entends ce patient me dire je ne me reconnais plus, je perds tout ce qui fait que j'étais moi, je me dis que ce patient perd son identité. Il ne sait plus qui il est. Il ne sait plus à qui il peut s'identifier. Il était un être humain normal, il devient un être humain malade et il se sent sorti du monde des vivants pour être déjà dans le monde des malades qui attendent la mort. Il y a une grande perte d'identité qui est liée à cette perte physique. Je ne suis plus l'homme que j'étais avant. Voilà ce qu'il m'a dit ce matin. Et cette perte d'identité est associée à une perte ou une dégradation de l'image de soi. Je ne ressemble plus à rien. Vous vous rendez compte qu'un être humain puisse arriver à dire je ne ressemble plus à rien. C'est donc une perte de l'estime de soi, je ne suis plus rien. Perte d'identité. Deuxième type de perte, la perte de sens, qui est liée à mon avis à la perte d'espoir. Je n'ai plus de projet. J'ai l'impression d'être inutile dans la société. Je ne sers plus à rien. Je ne suis plus bon à rien. Ma vie n'a plus aucun sens. Je ne sais plus vers où je vais. Perte d'espoir, perte de sens. Et enfin, la troisième catégorie de perte que les personnes ayant une maladie grave et incurable peuvent éprouver dans leur vie, c'est la perte du lien, la perte d'amitié, j'allais dire. Et oui, avec la maladie, on perd des amis. On en retrouve d'autres parfois, mais pas toujours. Et c'est impressionnant de voir le nombre de malades isolés, seuls, dans les hôpitaux. On perd ses amis parce que les amis viennent quand il y a du soleil, ils s'en vont quand il y a des nuages. On perd parfois sa famille. On perd parfois, lorsqu'on est croyant, le lien avec Dieu. Parce que parfois, on voit des colères contre Dieu qui a permis la maladie. Et on voit des pertes d'intérêt pour les activités, les loisirs qu'on avait l'habitude de faire, ou les passions qui nous tenaient accrochés à la vie. Vous voyez, selon moi, toutes ces pertes sont comme des petits deuils, comme des petites morts déjà. Et lorsqu'on est déjà un peu dans le monde des morts, on n'est plus tout à fait vivant. Et lorsqu'on ne se sent pas tout à fait vivant, on ne se sent pas réellement faisant partie du monde des vivants, du monde des humains. Et face à ces pertes, il est naturel d'avoir un besoin de contrôle. Le contrôle surgit des pertes. Le besoin de contrôle, selon moi, est une réponse naturelle à ces pertes. Le désir de contrôle naît des pertes provoquées par la maladie. Le contrôle sur ce qui reste d'autonomie pour éviter de la perdre, le contrôle de la maladie elle-même pour en limiter la progression. Mais quand arrive le moment où il faut entrer dans une unité de soins palliatifs, dans une maison de soins palliatifs, ou quand arrive le moment de commencer les soins palliatifs à la maison, eh bien la maladie ne se contrôle plus. Il n'y a plus de traitement lourd contre la maladie. Et donc la maladie continue de progresser. Et je n'ai plus aucun contrôle sur cette maladie. Je n'ai plus aucun pouvoir de contrôler son évolution. Alors, comme malade, je vais essayer de contrôler les symptômes de la maladie. Et c'est très bien.
et les soignants vont m'aider à contrôler les symptômes d'inconfort. Mais quand tout échappe, le besoin de contrôle devient vital. Alors, on voit des patients qui commencent à contrôler ce qu'ils peuvent encore contrôler, c'est-à-dire leur environnement. Ils contrôlent les horaires, ils contrôlent les visiteurs. Certains nous disent, je ne veux plus de visiteurs, ou je veux quelques visiteurs mais très peu de temps, ou je choisis mes visiteurs. Telle personne, je ne veux plus la voir, je m'isole. Et puis je contrôle mon alimentation, je deviens difficile, et je contrôle aussi les médicaments, et je refuse tel médicament, mais pas tel autre, et je commence à être exigeant. Voilà l'expression normale d'un patient qui souhaite encore contrôler des choses dans sa vie, car il sent en lui, dans son corps et dans sa vie, que sa vie lui échappe, parce que la maladie prend le dessus. Jusqu'à des patients qui souhaitent contrôler leur trajectoire de vie, le contrôle ultime, le dernier contrôle. Je veux contrôler ma propre mort, son moment, la date, le lieu et l'heure. Je veux contrôler les modalités de ma mort, la façon dont je veux mourir. Je veux contrôler les personnes et décider qui assistera à ma mort. Je veux décider du moment. Je veux que ça se passe comme je veux, avec qui je veux. C'est ces fameuses demandes d'aide médicale à mourir, de provocation de la mort, qui parfois, disons-le, ressemblent à des romantisations de la mort. Alors j'apporte une petite nuance pour pas être trop radical, parce qu'il est important de nuancer, surtout en ce qui concerne le lâcher-prise, parce que je n'ai aucune leçon à donner, je vous l'ai déjà dit, et je ne voudrais pas que vous preniez pour argent comptant ce que je vous dis ce soir. Je ne suis pas convaincu de ce que je vous dis. C'est une recherche, une expérience, c'est ce que je vois auprès des malades depuis des années en soins palliatifs. Mais je veux rester le plus petit possible et ne pas vous enseigner, mais juste vous partager ce que je vois. Et nous poursuivrons cette soirée avec une conversation avec deux invités pour justement apporter d'autres points de vue. Et j'espère que je serai contredit dans ce que je vais vous dire maintenant. Voyez, dans le lâcher-prise, il y a un contrôle. Et ce contrôle, parfois, il me semble qu'il est conscient et bénéfique pour le patient. Oui, il y a des patients qui s'accrochent à la vie, qui ne veulent pas mourir, qui repoussent même volontairement le moment de leur mort, probablement inconsciemment, car ils ont une idée en tête. Ils veulent voir un proche, et je me souviens d'un patient précisément qui était d'origine indienne et qui attendait depuis des semaines sa sœur qui habitait en Inde. Il a attendu qu'elle soit là pour mourir 2 heures après. Et il est resté dans l'unité 2 mois. Il a pu, avec sa force physique et intérieure, alors qu'il était cachectique, il a eu la force de repousser sa mort, de contrôler sa mort, jusqu'à voir sa sœur. Très récemment, nous avons eu un patient jeune, 2 enfants, qui était en concubinage depuis 20 ans, qui était extrêmement faible. Je ne sais même pas comment il arrivait à vivre, mais son mariage était prévu pour une date précise, et son mariage a été célébré dans l'unité. Il est mort le lendemain. Il a réussi à tenir jusqu'au jour de son mariage. Certains tiennent jusqu'à signer des papiers lorsque les papiers ne sont pas faits chez le notaire et qu'on s'y prend un peu au dernier moment, et d'autres attendent un pardon, soit une demande de pardon, soit un pardon reçu, soit un je t'aime. J'ai en tête une patiente, j'y pense souvent, une patiente qui était jeune, atteinte d'une tumeur au cerveau, dans la chambre du fond de l'unité, et qui était tellement dans la maîtrise et le contrôle, mais qui a réussi à demander, à parler à sa maman, qu'on a appelée, qui était une dame âgée, qui commençait une petite démence, et lui a dit, je ne peux pas mourir sans lui demander pardon. J'ai été dur avec ma mère et j'ai besoin de lui dire pardon. On a fait venir sa maman, je les ai laissées toutes les deux dans la chambre. C'est resté intime. Je n'ai jamais demandé ce qu'elles s'étaient dit entre elles. Ça ne me regarde pas. Elle est décédée 2 jours après. Voyez, on arrive à contrôler sa mort, mais cela se fait dans une certaine paix intérieure
où ce contrôle est dans le but d'une paix intérieure. Je dirais que ce contrôle aboutit à un vrai lâcher-prise. Il y a des patients, hein, et tous les intervenants en soins spirituels qui sont là ce soir pourraient témoigner de cela. Ce pas des histoires exceptionnelles, c'est des histoires normales de soins palliatifs. Mais ce contrôle dans la maladie permet, lorsque le grand acte a été accompli, de pouvoir enfin lâcher prise et de mourir paisiblement de cette paix de confiance. Mais parfois, et j'ose le dire, mais peut-être que je me trompe, ce contrôle sur la mort peut être négatif. Et là, j'aborde ce thème de cette paix de contrôle, qui est une certaine paix, mais qui n'est pas une paix de relaxation, de soulagement. Oui, lorsque la maladie évolue très vite, parfois le patient n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Et l'angoisse face à cette mort à laquelle il ne s'est pas préparé peut le paralyser, peut le tendre, peut l'angoisser, et j'allais dire peut même le terrifier. Ce contrôle de la mort peut malheureusement devenir une illusion épuisante, crispante, étendue, car il est selon moi une forme de peur, une peur de souffrir dans le futur, une peur d'être seul au moment de sa mort, une peur de mourir, tout simplement. Qui parmi nous ce soir n'a jamais eu peur de mourir ou n'a pas encore peur de mourir aujourd'hui? Eh bien, mon quatrième point est celui-ci. Face à cette tendance à vouloir tout contrôler, les soins palliatifs favorisent le lâcher-prise. Comment? Eh bien, c'est très compliqué et il n'y a pas de recette miracle. Mais c'est le travail de toute une équipe. C'est jamais le travail d'un médecin. C'est jamais le travail d'un travailleur social. C'est jamais le travail d'une infirmière, d'un bénévole. Mais c'est le travail de ces deux équipes. L'équipe des soignants et l'équipe des bénévoles. Et ma réflexion est la suivante. Il me semble que nous pouvons dégager trois axes de travail pour favoriser le lâcher-prise. Premièrement, le travail de confiance pour retrouver son identité, malgré la perte d'identité ressentie par le patient. Le travail sur l'espoir pour retrouver un sens à la vie, malgré la fin qui approche, malgré la mort inéluctable. Pour retrouver un sens à la vie dans la fragilité, dans la vulnérabilité, dans la perte d'autonomie. Et enfin, un travail sur l'amitié, sur le lien, garder le lien, reconstruire le lien. Parce que lorsque le patient me dit je ne peux plus tenir, j'ai envie de lui dire mais quelqu'un tient avec toi et quelqu'un tient à toi. Alors, reprenons ces trois travaux de confiance, d'espoir et d'amitié pour favoriser le lâcher-prise en soins palliatifs. Rapidement, point par point. Le travail de confiance d'abord pour retrouver son identité. Car je vous le disais, la maladie est associée à une perte et à une perte de confiance du patient. Oui, la maladie attaque le sentiment d'identité. Les patients le disent, je ne suis plus l'homme que j'étais, je deviens un fardeau. Moi qui étais vivant, moi qui étais fort, moi qui ramenais le salaire à la maison, aujourd'hui, c'est les autres qui s'occupent de moi, je n'apporte plus rien aux autres, je me sens comme un moins que rien, je ne sais même plus qui je suis un fardeau sur les épaules de ma famille. Je ne contrôle plus mon corps, je m'urine dessus, je fais caca sur mon corps, je ne sais plus qui je suis. Pourquoi? Parce que le patient se définit par ce qu'il a perdu. Mais en soins palliatifs, on travaille pour essayer que les patients se définissent par ce qu'ils ont encore. Non pas par ce qu'ils ont perdu, mais par ce qu'ils ont encore. Car si l'on se définit par ce que l'on a perdu, cela se traduit par un manque de confiance, et un manque de confiance très clair. Manque de confiance dans les médicaments. Par expérience, les gens qui contrôlent et maîtrisent tout, les médicaments sont moins efficaces.
Ils contrôlent également les soignants, écrivent tout sur un carnet, comme dans l'exemple que je vous ai raconté. Alors, qu'est-ce que travailler la confiance avec l'équipe des soignants, toute l'équipe, et travailler les bénévoles? Eh bien, c'est d'abord, et c'est l'exigence absolue en soins palliatifs, c'est d'être très bon dans le soulagement des douleurs, c'est d'être des experts efficaces dans le soulagement des inconforts. Car encore une fois, jamais un patient qui a mal, jamais un patient qui a des inconforts insupportables ne pourra lâcher prise. Vous pourrez toujours faire intervenir tous les membres de l'équipe. Quelqu'un qui a mal veut mourir. Quelqu'un qui a mal veut que ça s'arrête. Et dans ces demandes de mourir, c'est surtout l'expression arrêtez mes souffrances, je vous en supplie, car je préfère mourir que de vivre cette souffrance insupportable. Mais les soins palliatifs apportent une réponse dans ce travail de confiance. Cette confiance se travaille dans le jour après jour, dans le quotidien, petit à petit, lorsque les soignants arrivent par des médicaments parfois complexes à soulager les douleurs, à soulager les inconforts, les patients commencent à faire confiance, les familles commencent à faire confiance. Et c'est ce petit travail de reconstruction de la confiance que l'on fait jour après jour. Alors bien sûr, ça prend du temps. On ne rétablit pas un lien de confiance en 2 heures, mais on peut provoquer la mort en très peu de temps. Le travail de confiance nécessite du temps. Encore faut-il que l'on puisse soulager les douleurs et les inconforts le plus rapidement possible. Vous voyez, pour travailler cette confiance avec les patients, il est important aussi d'écouter les demandes du patient, d'écouter les demandes de la famille, car parfois, les demandes sont bien plus réalistes que les volontés des soignants. Je prends un exemple tout bête, tout bête. Hier, une patiente de l'unité, 94 ans, qui est là depuis plus d'un mois, elle est assez inconfortable. Elle est là depuis plus d'un mois et sa famille me dit hier, mais qu'est-ce que vous pensez si on lui met un peu d'oxygène? Et dans ma tête, je me suis dit, ça va servir à rien. Il n'y a aucun rapport entre sa maladie, ses inconforts et l'oxygène. Et puis je me suis dit, Thomas, tu vas donner une conférence sur le lâcher-prise. Alors plutôt que de donner des leçons à tout le monde, lâche prise toi-même, comme soignant, et écoute la famille. Et on lui a dit, OK, j'ai dit à la famille, OK, on va lui mettre de l'oxygène, et puis on réévalue demain matin. Elle va mieux, elle va mieux, elle est confortable. Et je ne sais pas pourquoi l'oxygène la rend plus confortable. Il n'y a aucun lien entre le manque d'oxygène et ses inconforts. Elle ne manque pas d'oxygène. N'empêche que ce que les patients nous disent, ce que les familles nous disent, lorsqu'on les écoute, en lâchant prise nous-mêmes comme soignants, aboutissent parfois à des solutions qui permettent d'augmenter le confort. Vous voyez, évitons, comme soignants, d'infantiliser les patients. C'est-à-dire, permettons-leur d'exercer encore l'autonomie qu'il leur reste. On ne peut pas miser sur les pertes. Les pertes sont irréversibles. Mais peut-on encore miser sur ce qui reste? Je me souviens la semaine dernière, un patient jeune, 50 ans, qui perd toutes ses énergies, qui se plaint chaque jour de ne pas avoir la force de parler tellement qu'il est fatigué, épuisé. Il était avec un yaourt dans les mains et il n'arrivait pas à ouvrir l'opercule, le petit couvercle. Et j'ai tendu la main pour l'aider, mais je me suis dit, Thomas, lâche prise, donne-lui le temps. Il a mis 10 minutes à ouvrir son yaourt, mais il a réussi. Et ça, c'est probablement lui permettre de continuer à ressentir sa dignité, à conserver son sentiment de dignité. Il est encore capable de le faire. Je lui ai permis de le faire parce que j'ai pris le temps d'attendre devant lui, sans le stresser. Tous ces petits gestes, ces petits moments, ces temps donnés permettent de reconstruire le lien de confiance. Petit à petit, le patient et sa famille recommencent à faire confiance. La confiance permet l'acceptation de la maladie, de la situation et de la mort et permet le lâcher-prise. Car on ne lâche vraiment prise que dans les bras de quelqu'un. On ne lâche pas prise tout seul. Le deuxième travail, c'est le travail de l'espoir, pour retrouver le sens, pour retrouver un sens. Là encore, c'est un travail de toute l'équipe.
l'équipe des soignants, l'équipe des bénévoles, si important en soins palliatifs. Je vous l'ai dit, les pertes d'espoir, c'est surtout la perte de l'espoir de guérir, évidemment. Mais beaucoup de patients s'accrochent à cet espoir de guérir, qui parfois est relié à un espoir de miracle, de guérison. Et les patients le disent, j'ai perdu l'espoir, je suis foutu, je suis condamné, je suis perdu. Tout cela n'a plus de sens. Pourquoi ne pas mourir aujourd'hui? À quoi ça sert d'attendre? De toute façon, je sais que je vais mourir. Voyez, ce temps entre l'aujourd'hui et le moment de la mort peut perdre tout son sens. Et donc les patients disent, ça ne sert à rien de continuer. Eh bien, en soins palliatifs, le travail de l'espoir, et je vous le dis parce que c'est important, parce que beaucoup parmi vous êtes aidants, proches aidants. Et cette façon de travailler sur la confiance, l'espoir et l'amitié peuvent être très utiles pour vous, les aidants. Eh bien, ce travail sur l'espoir consiste à déplacer l'espoir. Non plus mettre l'espoir sur l'espoir de guérison, qui est incontrôlable, mais mettre l'espoir sur des choses plus réalisables, sur des espoirs possibles, non pas des faux espoirs. Mais il faut aider le patient à repérer dans sa vie autre chose que l'espoir de guérir. Et parfois, je pose la question straight to the point. Quels sont encore vos espoirs? Qu'est-ce que vous espérez encore pour aujourd'hui, pour demain? Parfois, la réponse est difficile. Parfois, c'est mais je n'espère rien, je n'ai plus d'espoir. Mais ensemble, dans la conversation, avec toute l'équipe qui intervient, on essaye de nommer les espoirs encore possibles pour donner du sens à ce qui peut être encore vécu, comme un mariage à célébrer ou des choses beaucoup plus petites. Des Haïtiens parfois demandent à boire un verre de crémasse, cet alcool très fort qui chauffe un peu la gorge, mais qui fait parfois du bien à l'esprit. Alors espérer, c'est croire qu'il y a encore du possible. C'est permettre que ceux qui restent puissent avoir quelque chose de la vie du patient. Lorsqu'on permet au patient de dire, racontez-nous la vie que vous avez eue, racontez-nous ce que vous voulez transmettre à ceux qui vont vous suivre après votre mort, et mettez par écrit ce que vous voulez leur transmettre comme valeur, comme éducation pour la vie. Vous voyez, le lâcher-prise devient possible quand il reste quelque chose à espérer, même si ce n'est plus la guérison. Et enfin, travail d'amitié, travail du lien, pour garder le lien ou reconstruire le lien. Car je vous le disais, la maladie crée des pertes de liens, car les patients parfois se sentent isolés, solitaires, ils parlent moins, ils s'expriment moins, ils ne sortent plus dans le monde des vivants, et il y a un risque immense de repli. Alors le travail des soins palliatifs, c'est de favoriser le lien, encourager les proches à être présents, encourager les mots posés sur le ressenti, mettre aussi des mots sur les liens qui existent. C'est Emmanuel Lévinas, le philosophe, qui disait, aimer, c'est dire à l'autre, tu ne mourras pas seul. Voyez, le lâcher-prise devient possible quand on ne sent plus, quand on ne se sent plus seul dans ce qu'on lâche. En guise de conclusion, après avoir évoqué ce travail de confiance, d'espoir et d'amour, je voudrais terminer par une histoire toute simple que j'ai vécue ce matin. Encore une fois, ça n'est pas une histoire exceptionnelle, c'est une histoire classique, telle qu'on en vit 4, 5, 6 fois par jour en unité de soins palliatifs. C'est un monsieur qui est arrivé dans l'unité il y a 3 jours. Il est jeune, il a 60 ans. Il a un cancer extrêmement grave et il est ici pour des douleurs très sévères, une infection très sévère. Et lorsque je parle avec lui, il sait que la mort s'approche, mais il me dit, je ne sais plus qui je suis, il a perdu son identité. Il dit, cette vie n'a plus aucun sens. Et lorsqu'il le dit, il s'effondre en larmes à chaque fois. Des larmes que j'ai rarement vues dans ma vie, à chaque mot qu'il prononce, parce que dans son regard, on voit l'absence d'espoir. Perte du lien aussi, parce qu'il dit, j'étais directeur marketing d'une immense entreprise multinationale au Canada, je ne suis plus rien aujourd'hui.
J'ai perdu le lien avec tous mes collègues. Et pourtant, il avait dirigé une équipe de plus de 100 personnes dans son travail. Et plus personne ne prenait de ses nouvelles. Il perd l'appétit aussi, il perd son autonomie, il trouve insupportable de porter une couche, de suriner sur lui-même, et le manque de force, le manque d'énergie lui est insupportable. Et il a une volonté de contrôle. Et il dit, j'aimerais pouvoir m'endormir pour ne jamais plus me réveiller. Hein, c'est l'expression qui manifeste une souffrance intérieure extrême. Et chez lui, les médicaments sont peu efficaces. Et nous essayons depuis 3 jours, juste 3 jours, de travailler avec lui la confiance, l'espoir et l'amour. La confiance d'abord, en lui redonnant un peu de pouvoir sur ce qu'il peut décider et sur ce qu'il peut refuser, comme médicament, comme chose à faire dans les prochains jours, comme intervenant à rencontrer. Je lui proposais la psychologue ce matin, il m'a dit non. Je lui ai proposé la musicothérapeute, il m'a dit oui. On lui a proposé un médicament pour calmer les douleurs de sa tête, il m'a dit non. J'ai accepté, parce qu'il a le droit de choisir, de refuser, de décider. Et c'est ça. Si nous arrivons à être efficaces dans les traitements que nous lui proposons, si nous arrivons à soulager ses inconforts, et c'est le cas aujourd'hui, le lien de confiance va se rétablir, car il veut des résultats sur sa douleur, et nous cherchons des solutions. Et parfois, quand ça prend du temps, le simple fait que le patient nous voit chercher, essayer de trouver des solutions, de nous creuser le cerveau, d'essayer de chercher des médicaments qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser pour satisfaire ses exigences, pour qu'il puisse décider par lui-même et pour que nous puissions être efficaces, alors le lien de confiance se reconstruit. Et il est plus confortable. Et ses espoirs, eh bien, ça n'est plus de guérir. Ses espoirs, il nous l'a dit, c'est de pouvoir parler avec sa fille et sa femme, parce qu'il les aime de tout son cœur, mais qu'il a du mal à leur parler de sa mort, parce qu'il se culpabilise de mourir si jeune, parce qu'il a peur de laisser sa fille toute seule. Il a peur de laisser sa femme fragile toute seule. Et dans la conversation, il m'a dit qu'il n'était pas marié et que ça serait important pour lui de se marier. Et on a décidé de célébrer ce mariage dans les prochains jours, en urgence. Et puis je lui ai proposé de mettre par écrit les valeurs importantes qu'il aimerait transmettre à sa fille. Et il a commencé à écrire ce que l'on appelle un testament de valeurs pour mettre par écrit ce qui lui est important dans sa vie et qu'il veut transmettre après sa mort. Puis nous avons essayé de travailler les liens d'amitié, les liens d'amour. Déjà, en présence de sa femme, remettre les mots d'amour qu'il ressent pour elle. Mais lorsque les mots sont dits, on évite les maudits. On a essayé de mettre des mots sur la façon dont il avait voulu éduquer sa fille et les valeurs d'honnêteté et de vérité ont surgi. Cela a provoqué d'immenses larmes chez sa fille, mais les mots ont été dits. On a mis des mots sur les liens qui existent et qui ont existé tout au long de leur vie. Des liens d'amour, c'est une famille magnifique. Et nous avons essayé, nous continuons d'essayer jour après jour de travailler les liens d'amitié avec les soignants. Et il m'a dit ce soir en partant, j'aimerais bien vous revoir, j'aimerais bien qu'on se reparle, avec vous, avec ma femme, avec ma fille. Conclusion très simple d'une histoire ordinaire. Conclusion banale, j'allais dire, d'une unité de soins palliatifs. Mais conclusion qui essaye d'ouvrir sur une conversation entre nous, en nous, sur le lâcher-prise, car en soins palliatifs, on meurt mieux dans le lâcher-prise que dans la maîtrise. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Thomas, merveilleuse. Bravo. Mais j'ai une chose contre ce que tu as dit, parce que moi, je crois qu'il n'y a rien qui est ordinaire. Vous avez dit c'est tout à fait ordinaire. Moi, je crois chaque jour, c'est des miracles et il n'y a rien d'ordinaire. Parce qu'on est là vraiment dans un moment le plus vulnérable possible dans la vie de ces personnes.
Et moi, je me sens, et je sais que vous sentez comme ça aussi, notre équipe, c'est une équipe vraiment spéciale. On est vraiment chanceuse de faire ce travail. Le travail en soins palliatifs, c'est vraiment un honneur et un privilège. Alors, merci. Ah, OK. Alors, nous savons tous avec certitude que nous allons mourir. Mais pourtant, beaucoup ont du mal, et peut-être c'est pas beaucoup, mais presque tout le monde a du mal à accepter la mort. Il existe un large continuum des personnes qui acceptent pleinement la mort à celles qui ne l'acceptent pas du tout, et toutes les nuances entre les deux. En tant que travailleuse sociale, 20 ans d'expérience là-bas, j'ai vu chaque jour à quel point les patients et leurs familles luttent avec cette réalité. Aujourd'hui, je veux explorer avec vous le sujet de lâcher prise, ce que cela signifie, pourquoi c'est si difficile et comment cela peut être un chemin vers la paix plutôt qu'une défaite. Défaite? Ok. Je m'excuse, je suis anglophone, alors je m'excuse, je suis sûre que mon accent anglais est assez fort. Alors, je fais mon mieux. OK. Euh, alors, quelles sont nos croyances autour de lâcher prise? Et moi, je vais vous poser plusieurs questions aussi pour réfléchir, mais je vais juste partager un peu de mes réflexions. Et pendant que Thomas a parlé, j'ai marqué beaucoup plus, mais j'ai pas le temps. Alors, j'essaie de maintenant choisir de quoi je vais parler. OK. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose, le lâcher prise? Est-ce que c'est naturel? En soins palliatifs, nous observons que le corps et l'esprit commencent naturellement à se retirer. Sur les plans existentiels, physiques, psychologiques, spirituels, social et dans la communication. Ce processus peut être vu comme une forme de lâcher prise, peut-être, peut-être non. Une des leçons les plus forts que j'ai apprises viennent d'une jeune mère que j'ai accompagnée. Elle avait deux enfants de 12 et 13 ans. Son mari, leur père, était décédé 2 ans plus tôt. Elle m'a confié qu'à la fin de sa vie, elle lui en voulait beaucoup car il s'était complètement détourné d'elle et de leurs enfants. Il avait cessé de communiquer avec eux. Elle a partagé comme ça l'a vraiment, elle était très fâchée avec lui. Mais aujourd'hui, elle comprenait. Elle n'avait plus l'énergie pour gérer quoi que ce soit d'autre que d'essayer de faire face ou de prendre soin d'elle-même. Cette expérience m'a révélé la profondeur de lâcher prise comme processeur protecteur et nécessaire peut-être. Et aussi, une autre chose que j'ai remarqué, c'est les difficultés des soignants. Parfois, ce sont les soignants qui ont le plus du mal à lâcher prise. Par exemple, continuer la chimiothérapie chez un patient qui n'a plus que quelques mois à vivre. Nous savons qu'avec des soins palliatifs, et c'est vraiment dans la recherche, c'est prouvé, euh, qu'avec les soins palliatifs appropriés, les patients peuvent souvent vivre plus longtemps et dans des meilleures conditions. Alors pourquoi est-il difficile d'arrêter les traitements agressifs? Il y a beaucoup de raisons, mais vous pouvez penser à ça. Je vais parler très vite de l'aide médicale à mourir. Est-ce que c'est lâcher prise? Je ne sais pas. L'aide médicale à mourir est un sujet complexe et sensible. Est-ce que c'est une forme de lâcher prise? Cela peut l'être, mais seulement si c'est un choix véritablement ou un choix véritablement libre. Je rencontre beaucoup de patients qui demandent aide médicale à mourir par
peur profonde de la souffrance. Ils ne sont pas, même pas encore, ils souffrent en avoir la peur de la souffrance, mais il n'y a pas de peur nécessairement, pas de souffrance nécessairement à ce moment. Euh, Leur croyance est que la souffrance qui les attend sera intolérable. Cette peur est réelle et très forte. En tant que soignant, notre rôle est de les accompagner dans cette peur, d'offrir réconfort et présence, et de s'assurer que lâcher prise soit un processus conscient et apaisé, et non un abandon ou un peur. Aussi, l'équipe médicale, toujours, spécialement en soins palliatifs, va offrir toutes les autres options possibles. Et même, ils vont expliquer qu'il y a la sédation palliative qui peut choisir vraiment à la fin de leur vie. Euh, Est-ce que vous voulez que je explique ce que c'est? OK. Alors, la sédation palliative, c'est quand la personne a à peu près une prognose de deux semaines ou moins. Si vraiment il souffre, il peut dormir. Et c'est une sédation où ils vont dormir jusqu'à... Ils ont le choix de dormir et être euh, élevé ou de dormir jusqu'à la fin. C'est des choix qu'ils ont. Il y a beaucoup de choix qui sont donnés, même les contrôles de symptômes, les contrôles de douleur, les contrôles, tous les symptômes euh, vont avoir les contrôles. OK. Aussi, une autre chose que je- qui m'a vraiment frappée et j'ai pensé, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la différence que j'ai constatée en travaillant en oncologie et en gériatrie. C'était la difficulté qu'éprouvent les familles à accepter la fin de vie d'un être cher. J'ai travaillé pendant 11 ans en oncologie et après j'ai travaillé 10 ans en gériatrie. Et en oncologie, même si les familles avaient été dans le déni ou ils n'acceptent pas, une fois que c'était vraiment clair que le patient était en train de mourir, ils ont acheminé au moins un certain niveau d'acceptation, finissant par s'installer. Cependant, j'ai rencontré de nombreuses familles qui n'arrivent pas non. OK. Je m'excuse. OK. Mais quand j'ai travaillé, anyways, j'ai un problème ici, mais alors, quand j'ai travaillé en gériatrie, ce qui m'a vraiment frappé, et c'était, j'ai rencontré des personnes qui, euh, qui n'étaient plus capables, qui étaient complètement dépendants pour leur activité quotidienne, leur activité instrumentelle quotidienne. Ils ne savent plus où ils sont. Ils ne recognize. Euh, Ils ne se souviennent pas qui est leur membre de famille. Et la famille euh, veut absolument que tout est fait. Et c'est des personnes qui sont alitées, qui ne bougent plus pendant peut-être un an ou quelque chose comme ça. Et ils demandent pour une PEG, ça c'est une tube qu'on met à l'estomac pour leur donner de nutrition. Ils insistent qu'ils n'acceptent pas euh, DNR, de ne pas la ressusciter. Il veut absolument que la personne est ressuscitée. Et moi, je demandais souvent que leurs proches auraient, qu'est-ce qu'ils auraient souhaité s'ils savaient eu la capacité d'en informer l'équipe médicale. Il est tellement important d'avoir ces discussions avec vos proches afin d'assurer que nos volontés de chacun est respectée. Et j'espère que c'était clair, ça. Oui, OK. Bon, alors j'ai quelques questions pour vous, pour
de la groupe ici. C'est un grand groupe. Euh, Comment vous sentez-vous quand vous pensez au fait qu'un jour vous mourrez? Avez-vous déjà vu quelqu'un de proche lâcher prise à la fin de sa vie? Que signifie pour vous lâcher prise? Est-ce que c'est abandonner, faire confiance, se remettre à quelque chose de plus grand? Pourquoi est-ce parfois difficile de lâcher prise quand on est à la fin de vie? Quel rôle joue la peur, l'amour, les relations inachevées ou la foi? Comment les proches peuvent-ils aider une personne en fin de vie à trouver la paix et la lâcher prise sans qu'elle se sente abandonnée? Pensez-vous qu'il soit possible de lâcher prise tout en continuant à aimer, à être en lien, à compter? Quel rôle la foi ou la spiritualité peut-elle jouer pour aider quelqu'un à accepter la fin de la vie? Et quand une personne demande de l'aide médicale à mourir parce qu'elle a peur de souffrir, quelle devrait être notre réponse? Et tant que communauté, en tant que croyant. Merci beaucoup, Viviane. C'est très intéressant. Les questions sont pertinentes. Et surtout, tu ouvres notre conversation sur le lâcher-prise des familles. Et c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé volontairement. Moi, je me suis plutôt orienté sur le lâcher-prise des patients, mais tu as évoqué le lâcher-prise des familles et même le lâcher-prise des soignants. Donc c'est ça qui est très intéressant. Peut-être qu'on peut se fixer sur d'abord le lâcher-prise des familles. Et Michel a allumé son micro et elle a une expérience assez longue en soins palliatifs pédiatriques. Et je suppose qu'en pédiatrie palliative, le lâcher-prise des familles doit être extrêmement compliqué. Et puis Viviane a cette expérience avec la fondation qui organise des camps d'été pour enfants en deuil. Est-ce que Michel, toi, tu as des idées sur ce lâcher-prise des familles? Ben, c'est bien sûr au niveau de la pédiatrie, on voit un peu en microscope qu'est-ce qui arrive dans toutes les situations. Alors, mais quand les familles sont impliquées et surtout quand c'est un parent, les parents, aussi les grands-parents, les frères et les sœurs, il y a toute une communauté qui est impliquée dans la décision. Et certainement, le lâcher prise, on voit pour un enfant, c'est très, très difficile. Des fois, c'est un autre, on pourrait penser, c'est toujours difficile à lâcher prise, mais le lâcher prise pour le soin d'un enfant, c'est encore une autre situation. Mais certainement, je vois ça au niveau des soins palliatifs en pédiatrie avec cette spécialisation. Ce qui est sûrement important, c'est de, de, d'avoir cette, je crois que quand tu as parlé, Thomas, avec cette idée de réétablir les liens avec les parents, de sortir ces relations-là, de savoir c'est quoi les peurs et comment est-ce qu'on peut cheminer ensemble, d'avoir cet accompagnement avec l'équipe, avec la famille. Euh, mais c'est sûr que c'est aussi important, je crois que tu as mentionné ça notamment avec l'importance de toujours retourner au patient. Alors, d'avoir cette conversation avec même avec l'enfant, euh, de recentrer sur des espoirs, des moments de qu'est-ce qui est significatif pour, euh, pour l'enfant et pour la famille. Alors voilà, j'ai beaucoup aimé ces trois piliers volets que tu as mentionnés, mais voilà, lâcher prise. Et peut-être je pourrais, j'ai allumé mon micro surtout parce que là, il y avait une question un peu en lien, je pourrais proposer. Francis a demandé, on parle de contrôle de la personne, mais qu'arrive-t-il quand la personne n'a plus de sensation de ses inconforts? Patient comateux, sédationné, mais que c'est la famille qui ne lâche pas prise, ne veulent pas arrêter. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une réflexion sur le cheminement avec Ouais. cet exemple? Déjà, ben, merci pour cette question. Déjà, ce que je peux dire,
c'est que je crois, je ne l'ai pas dit du tout dans mon propos, hein, c'est qu'on n'est jamais dans le lâcher-prise parfait. Comme il n'y a pas de contrôle parfait, il n'y a pas de lâcher-prise parfait. Et on ne passe pas d'un contrôle absolu à un lâcher-prise absolu. Je crois que la phase terminale de la vie passe par des moments de contrôle et des moments de lâcher-prise, et ainsi de suite. Et donc on alterne, on oscille entre un peu de contrôle et un peu de lâcher-prise. Vous voyez? Il ne faudrait pas avoir une vision trop radicale du lâcher-prise qui fait face à un contrôle absolu. J'ai jamais vu des patients dans un lâcher-prise exemplaire, absolu et total. Ça n'existe pas. Mais on a cette paix intérieure qui vit, qui existe en même temps qu'un certain désir de contrôle, voire un besoin de contrôle. Ça, c'est la première chose, c'est qu'il n'y a pas de lâcher-prise absolu. Pour les familles, tu poses la question difficile hein, du coma provoqué, c'est-à-dire Viviane en a parlé un peu, de la sédation palliative, c'est-à-dire un sommeil provoqué. La meilleure définition, c'est endormir pour ne pas souffrir. C'est Didier Canépil qui avait inventé cette expression. À mon avis, c'est la meilleure. Endormir pour ne pas souffrir. Et on voit des familles qui ont du mal à lâcher prise. Eh bien, avec les familles, je crois qu'on peut aussi travailler le lien de confiance, le lien d'espoir et le lien d'amour. Le lien d'amour parce que quelqu'un qui dort est toujours présent. Quelqu'un qui dort est toujours vivant. Et les sensations qui persistent sont le toucher et l'audition. On peut parler à quelqu'un qui dort, on peut caresser une main de quelqu'un qui dort. Ça, c'est maintenir le lien, l'amour, l'amitié. Les espoirs, c'est non pas que le patient qui dort puisse vivre encore quelque chose de concret, une activité, mais l'espoir, c'est de se laisser façonner soi-même par le temps qui passe. Je vous prends un exemple très clair. La semaine dernière, nous avons fait une sédation palliative à une patiente et sa fille trouvait ça insupportable. Elle trouvait ça trop long. Et elle me disait tous les matins, je veux l'aide médicale à mourir pour ma maman. Je lui disais, mais votre maman m'a jamais demandé l'aide médicale à mourir. Je ne peux pas provoquer la mort. Déjà, je ne le fais pas moi-même, mais je ne peux pas provoquer la mort d'une patiente qui m'a rien demandé. La famille ne demande pas une aide médicale à mourir. Donc, on a travaillé ce lien de confiance, d'espoir et d'amour. Et 2 jours avant la mort de sa maman, elle m'a dit, je crois que je suis prête. Et je crois que j'ai compris que maman nous apprend maintenant la patience. Et j'ai trouvé ça très beau. C'est que la patiente qui dort, on a l'impression que rien ne se passe parce que c'est un coma provoqué, une sédation profonde et continue, et pourtant, elle nous donne encore des leçons, elle nous apprend encore à vivre, à nous améliorer. Maman nous apprend la patience, et je suis prête maintenant à la laisser partir. Se laisser enseigner par le patient qui dort et qui n'a plus la sensation de ses inconforts grâce à la sédation palliative. Et le lien de confiance, tout simplement parce que nos médicaments permettent, dans l'ultime de la vie, lorsque tout a été essayé avant pour calmer les douleurs et les inconforts, les médicaments permettent une réelle sédation profonde et continue qui est efficace. Eh bien, lorsqu'on est efficace, cela augmente le lien de confiance. On peut augmenter la confiance avec les familles qui s'ouvrent après à d'autres possibilités, à un autre futur, à un autre espoir, à un autre lien d'amitié, grâce à notre efficacité qui augmente le lien de confiance. Oui, non, c'est bien dit. Et j'ai plusieurs questions, Thomas. Est-ce que je peux passer à travers un peu ou tu Bien voulais... sûr, Viviane, Oui, peut-être voulait réagir, comme ça on peut discuter tous les trois, et très puis bien. tu prends les Je questions au fur et à pense mesure. il y a toutes sortes de lâcher prise et une autre où on travaille beaucoup, c'est souvent il n'y a pas une acceptation que la personne est à la fin de vie, même de la part de la famille. Souvent, ils arrivent, ils sont vraiment vers la fin de vie et c'est le choc qu'ils sont acceptés dans une unité de soins palliatifs qui réalisent, oh mon Dieu, on est presque là. Et je trouve, et l'équipe, on essaie vraiment de travailler avec les familles et la patiente pour expliquer, c'est un temps très, très, très précieux. C'est le temps peut-être de lâcher prise, mais de partager vos sentiments,
de partage, s'il y a quelque chose qu'ils veulent dire, qu'ils n'ont pas dit encore, ou ils ont besoin de répéter, je t'aime, j'ai beaucoup appris de vous, pardonnez-moi, je te pardonne, merci beaucoup, et n'importe quelle discussion qu'ils ont. Et quand la famille a ça, ça leur donne du paix. Et souvent, il y a un peu de lâcher prise, je crois, dans ça. Hmm. Exactement. Ouais. Et peut-être aussi pour faire un lien ici, la question était posée, est-ce que la lâcher prise égale ne plus avoir peur de la mort? Depuis l'admission aux soins palliatifs signifie que la mort est arrivée. Alors, peut-être on peut penser, comment est-ce qu'on voit ça, avoir peur à côté de la mort, mais la lâcher prise? Spontanément, je répondrai que la peur de la mort ne disparaît pas avec le lâcher-prise, parce que notre peur est intérieure à notre humanité. Nous ne sommes pas faits pour la mort, nous sommes faits pour vivre. Mais le lâcher-prise n'est pas la fin de la peur, mais le lâcher-prise est une acceptation que cette mort ne se contrôle plus. C'est d'accepter que je n'ai pas de pouvoir sur cette mort, avec la nuance que j'ai apportée. Parce que des patients arrivent à repousser l'échéance de la mort à cause d'un événement majeur qu'ils attendent. Mais on ne peut pas, personne dans l'humanité n'est revenu de la mort et personne n'a réussi à contrôler la mort parce que la mort n'est pas une maladie. Alors, avec toute la nuance aussi que l'aide médicale à mourir est un certain contrôle de la mort, mais sa date, son moment et sa modalité, mais non pas une guérison de la mort comme telle, parce que la mort est le résultat de l'aide médicale à mourir. Hmm. Je ne sais pas ce que tu en penses, Viviane, parce qu'on a des points de vue très différents avec Viviane. Bon, OK. un peu différents. Euh, oh, je ne sais pas comment on comprend. Je suis tout à fait d'accord avec la peur. La peur est complètement normale. Il n'y a personne entre nous qui connaît qu'est-ce qui va se passer. Et euh, en termes d'aide médicale à mourir, c'est une loi. Et ça fait aucune différence si on est contre ou pour ou quelles sont nos croyances en ça. On est dans un système gouvernemental. Si quelqu'un demande pour ça et ils sont bien pour les critères, c'est ça, ils ont le droit. Alors, je sais, je ne réponds pas vraiment à ça. Est-ce que c'est lâcher prise? Je ne sais pas. Au commencement, je n'ai pas pensé ça. J'ai pensé, mais il y a des circonstances qu'on voit du monde euh, qui sont en paix avec leur décision d'avoir aide médicale à mourir. Ils aiment l'aspect que la famille est autour d'eux parce que quand c'est un mort naturel, souvent on ne sait pas à quel moment et souvent ça se passe au moment même que quelqu'un est là 24/7 heures. euh, Ça pourrait se passer à un moment, ils sont allés voir l'infirmière pour quelque chose, ils sont allés pour chercher un café et aujourd'hui, les personnes veulent vraiment le contrôle. Et moi, je crois la plupart du monde, même qui sont entourés toujours 24/7, la plupart se meurent quand il n'y a personne à ce moment-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être c'est quelque chose qu'ils ont besoin à faire. Je ne sais pas. Et les familles qui sont contentes avec aide médicale à mourir, les patients qui sont contentes avec aide médicale à mourir, c'est ce contrôle-là que tout le monde est là et tout le monde est présent. Est-ce que c'est naturel? Non, parce que la plupart du monde ne meurt pas avec du monde à côté. Je ne sais pas pourquoi, parce que il y a des moments, oui, il y a du monde à côté, mais d'habitude, c'est quelque chose qu'on a appris. C'est aussi, ça fait partie de notre éducation quand les familles disent, je ne veux pas manquer le moment, je ne veux pas manquer le moment. On leur assure, c'est possible qu'ils vont manquer le moment, même s'ils sont à côté, le plus possible. De mon point de vue, Viviane, je vois
plus l'aide médicale à mourir comme une volonté de contrôle Oui, que d'un lâcher-prise. Là, notre avis diverge OK, OK. parce que je n'ai pas eu ces expériences que tu racontes avec des patients en paix. En tout cas, il faut savoir définir cette paix. C'est pour ça que j'ai essayé de différencier la paix de contrôle et la paix de confiance. Mhm. Et personnellement, j'ai une objection de conscience sur l'aide médicale à mourir. Je n'en fais pas. Je ne veux pas signer les formulaires et la loi me le permet. La loi me permet de me protéger de cela. Parce que j'ai un réel problème personnel avec l'aide médicale à mourir. Parce que en fait, ma raison profonde, c'est parce que je crois profondément aux soins palliatifs, comme toi, Viviane, d'ailleurs. On a presque donné notre vie pour ça. Et parce qu'on croit qu'on meurt mieux dans le lâcher-prise que dans la maîtrise. Moi, oui, Oui, je suis tout à fait, oui. je suis Vas-y, tout à vas-y. fait d'accord parce que je crois c'est notre responsabilité comme une société de prendre soin de notre public, de notre société. Mm. Et anyways, je crois que c'est une chose très financière de notre gouvernement. Et ça, c'est pourquoi c'est tellement populaire par le gouvernement, parce que le plus coûteux, c'est pendant les dernières semaines de la vie de quelqu'un. Et comme ça, alors, et on sait déjà que je suis très critique un peu de ça, parce que on a sauvé des millions de millions de dollars déjà. Et Québec a la plus grande quantité de monde qui demande et qui reçoit aide médicale à mourir. C'est très intéressant, ça. Donc il faudrait que le gouvernement lâche prise. Mm. Mais juste pour continuer ça, c'est que les seules expériences de patients que j'ai eues qui ont demandé l'aide médicale à mourir et qui sont morts d'une mort provoquée par l'aide médicale à mourir, je n'ai pas eu ces expériences de paix intérieure. Je ne l'ai pas vu. Euh, et j'ai même plutôt vu, et on a vécu cette expérience tous les deux, Viviane, pour une patiente en particulier dont je ne raconterai pas l'histoire pour un souci d'anonymat, mais j'ai vu le matin de sa mort, j'ai vu la terreur dans ses yeux. J'ai vu la terreur dans ses yeux. Elle n'était pas en paix. Qu'il y ait des médecins qui me disent qu'ils ont vu la paix dans les yeux de leurs patients dont ils provoquaient la mort, je veux bien le croire, ça n'est pas mon cas, ça n'est pas mon expérience. En revanche, moi, ce que je peux dire, c'est que tous les jours, en soins palliatifs, depuis le début de ma carrière professionnelle, j'ai vu des patients mourir en soins palliatifs avec une vraie paix intérieure, un relâchement du corps et de l'esprit, une acceptation de la mort qui s'en vient et des miracles vécus au quotidien, comme tu disais, Viviane. Ça, c'est mon témoignage. Voilà, ça, je peux l'assurer. Ça, j'en mets ma main à couper. J'ai une belle histoire. J'avais une jeune mère qui m'a dit il y aura un miracle. Elle est très, très, très religieuse et qu'il y aura un miracle. Et tout le monde a pensé, ça miracle, elle sera, qu'elle sera, elle sera plus malade. Mais pour elle, un miracle, c'était qu'elle a complètement accepté et elle a même avait vraiment la paix pour savoir qu'elle sera avec Jésus après sa mort. Elle était très, très contente de ça. Alors, on avait une rencontre avec ses trois jeunes enfants et elle a parlé beaucoup avec ses trois jeunes enfants et son mari de comment elle était tellement heureuse qu'elle sera avec Jésus, mais elle a manqué comment la famille était vraiment en peine à ce moment qu'elle va quitter. Elle a voulu leur assurer. Elle adorait ses trois garçons. Elle adorait son mari, mais elle a aussi trouvé vraiment la paix parce qu'elle était vraiment très, 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 une femme très, très, très croyante. Mais après la réunion de famille, j'ai dit à elle, j'ai dit, je sais que vous êtes content que vous serez réunis, mais je pense que tes enfants ont besoin d'entendre que tu vas les manquer. Et ils vont te manquer. Elle dit, oh mon Dieu, j'ai même pas pensé à ça. Alors on s'est rencontrés encore et c'était tout clarifié. Alors c'était, anyways. C'est important ce lien de la foi que tu fais, et c'est un élément dont je n'ai pas parlé, mais
puisque tu parles de Jésus et que nous sommes un centre catholique dominicain, Oui, même tu es de religion juive, oui, donc je parle du Christ avec beaucoup de précaution, mais il me semble que le Christ sur la croix a vécu quelque chose de ce désir de contrôle et finalement de se lâcher prise. Il y a une parole sur la croix de Jésus qui est: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est ça, ce désir de contrôle. Pourquoi tu me laisses là mourir sur la croix? Et la parole qui suit: mais que ta volonté soit faite. Et voilà peut-être le lâcher-prise qui apparaît après un désir naturel de contrôle. Ça, je vous laisse méditer là-dessus. Et peut-être que moi, je conclurai en laissant la parole ensuite à Viviane et Michel. Mais je vous promets que je me tais. C'est que dans l'Église catholique, il y a un sacrement qu'on appelle le sacrement des malades, l'onction des malades. Et il est toujours difficile de décrire l'effet de ce sacrement. Et j'en parlais avec un frère, Yvon, dernièrement, et je crois qu'il m'a illuminé l'esprit en me disant que probablement la grâce du sacrement des malades serait la grâce du lâcher-prise. Je vous laisse méditer là-dessus.